Il y a une chaise alors qu'on est 50 élèves, tu vois. On fait le travail de l'État, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Le racisme, il est beaucoup plus profond que juste une question de couleur de peau. Il y a Naruto, un jour, qui a dit chez toi, c'est l'endroit où quelqu'un t'aime. Tout ça, on le prend en compte pour ne jamais se faire avoir, parce que ces partis-là, ils nous ont fait du mal aussi à nos territoires. Récemment, on a eu ces questions-là pour les élections municipales. On va les avoir pour les présidentielles. Ouais. Bonjour et bienvenue sur le fauteuil. Alors aujourd'hui, on va parler d'écologie comme on n'en parle pas d'habitude. On va parler de pouvoir, de dignité, d'injustice et de quartier populaire, parce que l'invité que je reçois aujourd'hui a déplacé justement le centre de gravité du débat écologique en France. Ferris Parkat est souvent présenté comme une figure de l'écologie populaire, mais derrière cette expression, il y a surtout un travail de terrain, une trajectoire personnelle et une idée très forte. Ceux qu'on présente comme éloignés de l'écologie sont en réalité en première ligne des injustices environnementales. Pollution de l'air, logement mal isolé, béton, manque d'espaces verts, précarité énergétique, chaleur urbaine. Les quartiers populaires vivent déjà ce que beaucoup appellent la crise climatique comme une abstraction. Ferris, lui, ne vient pas observer ça de loin. Au contraire, il vient de ces territoires et c'est précisément ce qui change tout. Avec Banlieue Climat qu'il cofonde, il ne crée pas simplement une association, il ouvre un espace politique, un espace de formation, un espace où des jeunes de quartiers populaires peuvent comprendre ce qu'est l'écologie. Et d'ailleurs, ce n'est pas un luxe de privilégier, c'est un outil pour comprendre les rapports de pouvoir, les inégalités et surtout pour reprendre prise sur son avenir. Alors Ferris parle aussi souvent de dignité, dignité de vivre dans un environnement sain, dignité de ne pas être condamné à respirer un air plus pollué parce qu'on est né au mauvais endroit, dignité de participer aussi aux décisions au lieu d'être seulement une cible de politique publique. Et dans un paysage médiatique où l'écologie est souvent associée à des profils très homogènes, Ferris vient casser les représentations. Il montre que les quartiers populaires ne sont pas à convaincre. Ce qu'il porte, ce n'est pas seulement une écologie, c'est aussi une autre manière de placer des quartiers dans le récit national et surtout autour d'une question centrale, comment l'écologie peut devenir un levier d'émancipation plutôt qu'un nouveau facteur d'exclusion. Bonjour Ferris. Bonjour Amina. Merci d'être avec nous aujourd'hui aux médias. Alors, tu as cofondé Banlieue Climat. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est venu Alors, j'ai pu voir dans certains médias justement que vous étiez plusieurs, il y a eu des réunions et que c'est un projet qui a été porté par plusieurs personnes. Effectivement, je ne suis pas tout seul dans ce projet, on est 4. On a commencé il y a 3 ans et demi maintenant et on s'est réunis sur un constat assez simple, c'était qu'on était les premiers concernés et qu'en même temps, on n'était pas les premiers représentés dans la lutte. Et donc on avait envie tout simplement de porter la parole et de se dire que c'était aussi un bon prétexte pour parler d'autres enjeux, de justice sociale, de justice décoloniale, et que ces enjeux-là étaient intrinsèquement liés à la question écologique et que du coup on avait aussi de mots à dire. Et c'était une manière aussi, comme tu as dit, de créer ces espaces de politisation de nos territoires et de créer des espaces aussi de formation, de réinsertion, enfin plein de choses qu'on a fait après avec Banlieue Climat. Mais effectivement, au départ, on est 4 cofondateurs. Il y a Abdali El Badawi qui a fait Banlieue Santé, d'autres organisations. Il y a le rappeur Sefiu, il y a Sana Saitouli qui est très engagé sur Sergi, il y a moi-même. Et du coup, au début, moi j'étais sur Strasbourg, je commençais à me renseigner un peu sur ces questions-là. Et puis, ils m'ont dit, c'est lourd ce que tu fais, viens, on fait une asso ensemble. J'étais en mode, franchement, non, je suis très bien à Strasbourg. Et moi, j'ai dit, si, ça peut être tueur d'élargir la cause. Et donc, moi, j'avais pas forcément en tête cette idée de créer un mouvement, créer quelque chose qui était plus large que ma ville. Parce que moi, je suis très attaché à ma ville, très attaché à Strasbourg, très attaché à mes gens, à ma famille. Et je pense que de fil en aiguille, on s'est retrouvé à avoir une responsabilité. Et cette responsabilité, elle impliquait de créer des espaces et d'être à la hauteur. Et donc, on a continué. Et justement, quand est-ce que tu t'es rendu compte que l'écologie, ce n'était pas uniquement, si je peux caricaturer, un peu des ours polaires, mais plutôt une question aussi de pouvoir? Est-ce que ça a été fait dès jeunes, ou dès le plus jeune âge, ou au contraire quand tu as été sollicité par les autres cofondateurs? Je pense que ça s'est fait un peu avant quand même. En gros, moi, ma mère est tombée très malade. Et ce qui m'a toujours questionné dans toute ma vie, que ce soit là avec la question écologique ou de manière générale avec la question sociale. Mon père, il est ouvrier, il y a des différentes espérances de vie entre ouvriers et cadres sup. Il y a des injustices raciales, des injustices scolaires qu'on peut vivre. Il y a des gens qui sont dans une forme d'autocensure dès le plus jeune âge. Il y a plein de trucs qui m'ont toujours choqué. Et vu que moi, j'étais fils unique, j'ai eu la chance d'avoir
parfois un peu trop de temps pour me poser des questions et je me posais beaucoup la question de pourquoi et j'avais pas forcément de réponse. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me dire mais pourquoi je suis un des seuls à me demander pourquoi. Pourquoi c'est devenu normal en mode ce qui se passe. Et quand ma mère est tombée malade, je me demandais pourquoi et généralement les réponses qu'on me proposait c'était c'est le mektoub. Dans ma famille, ça pouvait être d'autres enjeux aussi qui pouvaient se croiser, mais il n'y avait jamais d'explication un peu plus basée sur les exposomes, ce à quoi on est exposé dans nos territoires, dans nos environnements. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et c'est là où j'ai compris que ton environnement dans lequel tu évolues peut influencer ta santé, peut influencer toute ta vie en fait. Et justement, à quel moment aussi tu t'es dit si moi, justement en tant qu'habitant de cet environnement-là et ayant vu les impacts sur des personnes au sein de ma famille, tu dis il faut que je prenne à bras le corps ce sujet plutôt que de laisser en fait les autres en parler. Et quand je parle des autres, c'est souvent on a cette aussi impression quand on le voit dans les médias que l'écologie est souvent incarnée uniquement par les cols blancs et par les politiques. Ouais, je pense que déjà, je vais pas laisser les autres en parler parce qu'ils en parlent pas. C'est-à-dire qu'ils en parlent pas de ces questions-là. Ils sont pas dans une intersection entre justice sociale et écologie. Ils sont dans leur perspective à eux de réduction des gaz à effet de serre, ce qui est intéressant. Mais il faut voir qui est-ce qui les a produits d'abord, si on les produit, dans quel pays. On a délocalisé plein d'entreprises pour aller saccager nos pays d'origine. Donc il y avait toute une forme d'intersectionnalité, de croisement entre plein de sujets où je me suis dit, ah ouais, en fait, ils ont exploité nos terres là-bas. Ce qui a fait que nos parents ont dû se déplacer et ont été forcés pour mon grand-père en tout cas, de se battre pour la France. Il y a eu plein de sujets comme ça qui étaient assez lourds d'un point de vue juste de nos origines, quoi, des névroses qui traversent les familles pour les gens issus de l'immigration postcoloniale. Donc il y avait ces sujets-là. Et en même temps, on constatait que sur le territoire aussi, on était dans des environnements qui étaient pollués, qui étaient à part aussi. à part, qui étaient même dans leur construction, tu vois, historiquement parlant, où est-ce qu'on les a situés. C'est ultra intéressant de voir en fonction des vents, d'est en ouest pour Paris. Mais pour plein de territoires comme ça, il y a la cité Herbel à Marseille, où l'eau est plus polluée qu'ailleurs. Enfin, il y a plein d'endroits comme ça où on se dit, en fait, c'est une folie ce qu'on vit. Et donc, j'ai pas attendu, et on n'a pas attendu qui que ce soit pour en parler, parce qu'ils en parlaient pas. Et donc, on s'est dit, mais on peut être les premiers experts de nos vies. Qui de mieux que nous-mêmes pour parler d'une violence qu'on peut vivre et nous. Et moi, personnellement, j'ai pas vécu toutes les violences dont on parle, mais justement, tout l'intérêt, c'est d'outiller les premiers concernés. C'est-à-dire qu'on va se dire, que ce soit d'un point de vue culturel, scientifique, médiatique, peu importe, c'est ça le travail en fait à la base. C'est pas de parler devant des caméras, de raconter je sais pas quoi. À la base, le projet, c'est prendre le capital qu'on peut avoir et le rendre aux premiers concernés, mettre au service de la lutte. La lutte, là en l'occurrence, elle est centrée sur des enjeux environnementaux, mais ça peut être d'autres questions aussi qui sont liées aussi en fait à la justice tout simplement. Et tu dis aussi souvent que l'écologie, c'est une question de dignité. Dignité par rapport à quoi exactement ? Je pense que c'est une dignité face à la mort. C'est-à-dire que quand on constate que l'alimentation, les maladies, toutes ces choses-là qui peuvent impacter notre santé ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques, et ben là, tu captes qu'il y a une question juste de... Ouais, on a tellement normalisé des violences qu'elles sont devenues tellement banales que derrière, même nous, on n'a pas forcément la capacité ou l'expertise ou les concepts pour en parler. Donc c'était ça qui était assez intéressant pour nous, c'est de dire qu'on a vécu les mêmes névroses, on a vécu les mêmes humiliations, on a vécu les mêmes injustices, mais on n'a pas forcément le langage pour avoir un langage commun et créer une forme de conscience. Je sais pas, une conscience de groupe ou une conscience de territoire, je dis pas ça, tu vois, mais plus un truc même qui n'a pas de frontières, tu vois. C'est juste en gros... Il y a des gens qui travaillent pour vivre et il y en a d'autres qui font travailler les autres pour vivre. Et si on sépare les choses comme ça, on peut commencer à faire une échelle d'inégalité. Et ceux qui sont tout en bas ou qui vivent le plus de dingueries, c'est entre autres les gens les plus précaires. Et donc, c'est entre autres ceux qui vont avoir des vies les moins, entre guillemets, dignes. Mais dignes pas dans le sens où il faut être riche, mais dignes dans le sens où, en fait, on a des violences qu'on comprend pas. Et quand tu as une violence que tu comprends pas, tu mets des mauvais concepts dessus, tu te trompes, t'as pas la grille de lecture adéquate, t'as pas la capacité de te lutter ou d'exister tout simplement. Et je pense que c'est ça, la dignité aussi. La dignité, c'est aussi un deuxième point, pour moi, c'est la question de l'empathie. Quand tu regardes un enfant, entre 2 et 4 ans, il a un max d'empathie. Ça veut dire, il est là, il y a un arbre, il va commencer à dire ça va, l'arbre il va commencer à parler, il saute sur un caillou, il va avoir peur que le caillou il est mal. Enfin vraiment, le gamin il
il est sonné un peu, mais il a plein d'empathie pour tout. Parce qu'il n'a pas été sociabilisé, il n'est pas allé à l'école encore, il n'a pas appris que le caillou, il est inerte, donc il n'a pas de truc. Donc en fait, il y a un truc d'empathie un peu général. Un daron qui va pleurer, il va pleurer avec. Et c'est intéressant parce que c'est ça aussi la méthode d'éducation que nous, on a choisie. C'est une méthode basée sur l'empathie, le groupe et la douleur qu'on partage. Parce que quelque part, on n'est pas là pour, entre guillemets, se politiser, radicaliser, même si c'est des mots qu'on peut utiliser, tu vois. Mais c'est juste qu'on redevient enfant. Et ça, c'est un inversement, je pense, de paradigme qui est intéressant. C'est juste, vous avez été sociabilisé d'une manière où on a accepté ce qu'on vivait. Mais c'est pas normal qu'à 13-14 ans, moi j'ai eu de la chance parce que mes parents étaient présents, ils m'ont sorti du quartier, ils m'ont beaucoup accompagné. Mais je voyais des gens qui devaient à 14 ans vendre du shit pour se nourrir. C'est pas, et assurer leur famille, c'est pas normal. C'est pas possible qu'on soit dans une situation où moi, le mec du CDI de mon collège, j'ai l'impression qu'il me jugeait juste parce que j'étais en jogging. Je me dis, mais pourquoi un tel, pas un autre? Ouais. Et c'est des trucs tout bêtes, tu vois. Mais tu vas te dire, mais pourquoi? Et pourquoi même, ça c'est plus le côté de l'éducation. Et c'est vrai que nous, on a fait notre école, on accompagne des jeunes, des mamans, on les forme. Pourquoi il y a une chaise alors qu'on est 50 élèves, tu vois? Et qu'en fait, ils jouent aux chaises musicales avec nous. Nous, on doit se battre entre nous. Donc, quand on a perdu, du coup, ça donne des trucs qui vont faire les gros titres, la délinquance, tout ça, machin, en mode regardez, c'est des gens problématiques. Mais il y a une chaise, et celui qui a réussi, il doit se sentir mieux que les autres parce qu'il a travaillé plus que les autres, et la méritocratie et tout ce discours. C'est trop bizarre, en fait. C'est parce que du coup, ils nous ont montés les uns contre les autres, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus forcément d'empathie pour des trajectoires de vie qu'on peut vivre, même mutuellement. Ça veut dire, toi, t'as ton pote, limite, il lui arrive une dinguerie, ça peut être des rixes, ça peut être des gens qui meurent, tout simplement, des meurtres. Tu te poses plus la question de pourquoi, tu normalises. C'est là où pour moi la dignité elle est partie, tu vois. C'est quand tu vis un truc de fou et tu te poses plus la question de quelles sont les sources, quelles sont les causes. Juste tu subis. Et je pense que ça ils ont réussi à l'organiser à travers plein de mécanismes, tu vois. Ça qui est aussi intéressant à voir, c'est pas pourquoi comment faire pour se révolter, c'est qu'est-ce qui nous empêche de nous révolter, tu vois. Ça c'est les mécanismes qui sont aussi intéressants à aller visibiliser. Mais du coup nous on a fait ce constat là. Et que du coup on a centré tout ça sur la question de l'éducation pour avoir un langage commun, avoir une dignité commune sur voilà où est-ce qu'on veut aller, voilà ce qu'on vit, voilà scientifiquement d'où ça part. Et c'est comme ça qu'on a commencé à former 12 jeunes à Strasbourg, puis après 50 en Ile-de-France. Et maintenant ils sont 1200. Et c'est des jeunes qui sont devenus ensuite formateurs eux-mêmes, qui vont sur les territoires, qui forment d'autres jeunes. Et c'est fou parce que après ça nous appartient plus, tu vois. Nous on est là à la base, en mode venez on crée un langage commun tous ensemble. Après c'est eux. Est-ce que finalement, c'est intéressant ce que tu dis sur l'empathie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, en tout cas tout ce que le monde, on va dire, est en train de subir, ou même sans aller jusque dans le monde, au quotidien, au travail, est-ce que tu penses justement qu'il n'y a pas un manque d'empathie ou même de considération de l'autre, de ne pas faire attention aussi aux autres? Enfin, ça rejoint le combat aussi que tu as dans Banlieue Climat. En fait, c'est qu'on ne fait pas attention à son environnement, aux autres, et qu'on est un peu dans une forme de société un peu égoïste aussi. Je pense que pour faire attention à l'autre, si tu veux faire attention à la douleur de l'autre, à l'autre tout simplement dans son entièreté, il faut que tu puisses l'entendre. Et si tu veux réussir à aller aider quelqu'un qui crie, il faut que tu puisses entendre que la personne a crié. Ouais. Et je pense que ce qui a été très fort dans leur manière de nous sociabiliser, c'est d'imposer un peu le silence. Dans le sens où la douleur, pour qu'elle soit perçue comme étant une douleur, il faut qu'il y ait un cadre autour de toi qui te permette de l'exprimer. C'est-à-dire que toi, tu perçois une douleur, tu as mal, tu es là, tu t'es fait brûler, je sais pas quoi. Il faut que tu cries, il faut que tu manifestes cette douleur-là. Sauf que quand on t'a appris que la manifestation de cette douleur devait être quadrillée, normée, selon un langage, selon le fait que si tu étais en colère, c'était l'ennemi de la rationalité. Parce que la colère et la rationalité en Occident s'opposent. Ça veut dire que du coup, la rationalité, c'est un discours calme, silencieux, qui fait pas trop de bruit. Et en fait, ça, historiquement, tu peux le sourcer, tu peux regarder à partir du 18e, 19e siècle. Ils ont commencé à inventer, pour les domestiques, le fait de chuchoter. Le fait d'avoir des tapis, le fait d'avoir des intérieurs très très feutrés. Et donc la question du silence, elle a été érigée en valeur morale. C'est absolument fascinant parce que c'est comme ça qu'en faisant de moins en moins de bruit dans l'espace social, dans l'espace intérieur et extérieur de la bourgeoisie à la base, ils ont réussi à imposer ce silence-là comme étant un mode de vie. Et sauf que c'est un mode de vie qui te convient très bien quand tu es dans le luxe ou dans le privilège. Mais c'est pas un mode de vie qui peut convenir quand tu es là et
ta seule option, c'est de crier, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, il y a de l'égoïsme qui peut s'installer, mais c'est un égoïsme qui est construit parce qu'on n'a plus la capacité d'entendre l'autre. Parce que quand on va l'écouter selon une grille de lecture, par exemple, qu'on nous a mis dans la tête. Si là, il y a une femme qui commence à se plaindre de telle ou telle agression ou de telle problématique, peut-être que moi, je vais la regarder et l'écouter sous une grille de lecture qui est hyper patriarcale. Ça veut dire, ah, regardez, elle se victimise, ah, regardez, elle fait ça parce que machin. Ça veut dire que même moi, mon logiciel, il est foiré. Donc, mon écoute, elle est pas pleine, tu vois ce que je veux dire. Et même sur la question de, admettons, j'arrive à l'écouter correctement, même elle va peut-être se censurer parce qu'elle va dire si je parle trop fort, je vais passer pour la féministe qui casse la tête à tout le monde. Et donc le problème, c'est plus le problème c'est de parler du problème. Et après, du moment où tu as réussi à faire ce déplacement-là, t'oses plus manifester ta douleur, t'oses plus manifester ce qui se passe, et donc on en revient pour moi, la question de l'éducation qui est centrale. Ça veut dire que quand tu as réussi à créer un langage commun pour tout le monde et une forme de douleur que tu collectivises un petit peu, et ben tu es en mode, ah ouais, là, ce qu'elle est en train de vivre, c'est une dinguerie, et qu'elle le dise, peu importe la forme dans laquelle elle est en train de le traduire, que ce soit, là, je parle de la question des femmes, ça peut être la question des minorités, peu importe, tu es en mode, ah ouais, c'est une folie. Et ça peut m'impacter moi aussi, parce que en ne l'entendant pas, je perds une partie de mon humanité. Je perds une partie de mon combat. Moi, quand parfois... Et en ce moment, c'est quelque chose que j'essaie d'assumer de plus en plus. Je me dis que je vais représenter des populations maghrébines ou d'Afrique du Nord ou des personnes qui vont me ressembler. Et ben parfois, on me fait la remarque de « mais t'as pas peur d'être que communautaire ou d'être que entre vous et d'exclure les autres personnes ?» Et moi, je dis « bah non, en fait, parce que on est une partie de l'humanité. Oui. Donc si nous, on arrive à se libérer, on libère l'humanité. Et donc en fait, la dignité de celui qui n'arrive pas à exprimer sa douleur, elle est atteinte, mais celui qui n'arrive pas à l'écouter, elle est aussi atteinte. C'est le colon et le colonisateur qui sont tous les deux dans une forme de dépendance vis-à-vis de la violence. D'un côté, ils n'arrivent plus à l'exprimer, de l'autre côté, ils n'arrivent plus à l'entendre. Et ça, c'est à nous de recréer ce dialogue-là. Et je pense que nous, on a essayé de faire ça avec Banlieue Climat, avec aussi d'autres événements culturels, avec des mamans qu'on a formées, des jeunes qu'on a accompagnés. Mais tout ça, c'est un objectif de se dire comment on s'écoute mieux les uns les autres. Et une fois que tu arrives à écouter, c'est le début de tout. Si tu arrives à écouter la personne dans son témoignage, dans sa vie, c'est le début de tout parce que tu reconnais la douleur. La douleur, elle a plusieurs étapes. Elle a la perception, il y a l'expression et la reconnaissance de cette douleur. Et même cette reconnaissance-là, elle est ultra marchandisée aujourd'hui. Tu regardes la culture, comment les gens ils vont commencer à exprimer une douleur, ça va être toujours une forme d'héroïsation de parcours individuels qui ont réussi à se libérer de tel ou tel système d'oppression. C'est toujours ultra centré sur des individus. Et donc même la reconnaissance de la douleur, elle est limitée parce qu'elle est individualisée. Et c'est là où tu arrives dans la santé mentale. Tu arrives dans vous êtes en dépression, c'est ta faute. Alors qu'en fait, dans d'autres territoires qui ne sont pas occidentaux, la question de la santé mentale et de la douleur, elle n'est pas personnelle. C'est bizarre d'avoir une dimension personnelle de la douleur. C'est très, très bizarre. En réalité, il y a plein de cultures où ils n'ont même pas de mots pour exprimer le fait d'avoir mal tout seul. Tu as toujours mal en collectif. Et donc, je pense que nous, le climat, la culture, tout ça, au-delà de tout ce qu'on peut mettre comme catégorie, c'est juste réussir à recréer un groupe, un collectif, un village. Et justement, est-ce que tu as déjà senti une forme de mépris social dans les milieux justement écologiques et dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui par rapport au fait justement que tu aies des origines et que tu sois jeune? Parce que parfois pour certains, ça, il y a toujours ce facteur, oh il est jeune, oh il vient des quartiers, donc il y a une forme de mépris social. Déjà, je pense qu'il y a un mépris de classe qui est hyper intériorisé et même parfois il n'est pas conscientisé comme tel quand ils disent « Ah, vous vous intéressez à l'écologie, au climat ?» Ah ouais, surprenant de ouf, genre inattendu. Ouais. Effectivement, inattendu, mais inattendu à cause de qui? À cause de vous. Ça veut dire quoi? On n'a pas la capacité de comprendre ce qu'on vit, c'est très bizarre. Donc je pense qu'il y a un truc un peu spontanément de surprise qui traduit, je pense, un mépris un peu intériorisé. Après, c'est toujours le cas. Ça veut dire que nous, dans n'importe quelle table ronde, n'importe quel endroit où on va faire une intervention, n'importe quel endroit où on va aller, à la base, il y a une forme de méfiance. Il y a une forme de... Mais parfois, moi, je suis l'invité à l'entrée et ils ne me laissent pas rentrer. Les gens de la sécurité, à la Sorbonne. Moi, je donne cours à la Sorbonne. Parfois, je n'ai pas ma carte. Au début, ils ne m'avaient pas encore fait mon badge. Je galérais à rentrer. Donc je disais, je suis étudiant, mais je vais passer à l'accueil, t'inquiète. Parce que j'ai commencé à expliquer que je suis prof, et à me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc du coup, il y avait toute cette logique-là de, bien sûr, mais ça, en vrai de vrai, nos parents, et on est issus de familles qui ont réussi à s'adapter. Donc ça, c'est pas délicat. Je pense que ce qui est le plus compliqué,
c'est le mépris que toi-même tu vas avoir avec toi-même. Ça veut dire, moi, parfois, je me surprends à essayer d'être différent. En mode, je sais que je suis enseignant à la Sorbonne Nouvelle, et ben il va falloir que je mobilise plus de concepts, que je cite des gens. Alors que ça fait partie justement Avec de c'est de ce que rentrer dans le moule, en Voilà, fait. c'est ça en fait. C'est fort comment l'institution, elle va te faire coller à elle. Mm. Alors qu'à la base, tu étais venu justement pour dire on colle pas à elle. Et au fur et à mesure, tu rentres dans un regard que tu as projeté sur toi-même de ah ouais, il faut quand même que je sois un peu sérieux. Il faut quand même que je cite. Alors que tout le principe, c'est ça, c'est de dire que regardez, on a une expérience, on arrive à parler des violences différemment, on arrive à l'aborder autrement. Mais c'est fascinant comment tu es en mode ah ouais, ok, ça veut dire là, j'essaie d'avoir la meilleure intention du monde et pourtant je reste moi-même rattrapé par des schémas que je dénonçais à la base. Et Banlieue Climat, alors c'est moins une ONG qu'un espace de politisation. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je pense que c'est totalement ça. C'est un espace d'évolution, de réinsertion aussi, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que très clairement, nous, on s'intéresse aux jeunes qui sont les moins intéressés par nous. Ça veut dire que si tu es intéressé par nous, en vrai, tranquille, frérot. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'accompagner des jeunes qui sont euh, dans des situations de déscolarisation, d'échec scolaire, éloignés de plein de circuits traditionnels, justement pour faire en sorte que la cuisine, ça puisse être, par exemple, un moyen de réinsertion pour des jeunes qui sortent de prison. Et donc là, on a un jeune qui s'appelle Othman Taibi, qui a ce projet-là en tête et qui veut le défendre et qui est incroyable. Et on a plein de jeunes comme ça qui ont leur propre projet et nous, on est aussi là pour les accompagner là-dedans. Donc il y a de la forme de réinsertion. réparation aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une forme de réparation, de thérapie. Nous, on parle beaucoup de comment on se soigne entre nous parce que justement, cette douleur, une fois qu'elle est collective, comment on fait pour la transformer en quelque chose de positif. Mais ouais, du coup, espace de politisation, réinsertion et village en vrai. Hein. Village, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc-là de... on est chez nous partout. Et ça, on essaye de se l'apprendre entre nous. Ça veut dire qu'il y a un truc très territorial ou, je sais pas comment dire, en mode... on se dit que il n'y a rien qui nous est interdit et que très souvent on ne s'est pas senti à notre place et que du coup si on arrive à venir en collectif, à s'aimer, à se donner de l'amour même quand on n'a pas reçu beaucoup, à faire toutes ces choses-là, on traîne avec nous, c'est une asso, elle est hyper intergénérationnelle, il y a des enfants, il y a des mamans, on va former des papas prochainement, c'est vraiment un truc de communauté très très fort et c'est ça où on se dit que y a Naruto un jour qui a dit chez toi c'est l'endroit où quelqu'un t'aime et ben nous on essaie de créer ces espaces-là en se basant sur des projets qui visent à créer du collectif et à essayer d'émanciper un maximum les jeunes qu'on accompagne et les mamans aussi. Là, on a commencé à monter la première formation de mamans qui vont ensuite, avec la CNAF, la CAF au niveau national, on va du coup les rémunérer pour qu'elles puissent donner des formations partout en Île-de-France pour commencer. Et du coup, essayer de répliquer le modèle avec les mamans. Et du coup, je pense que c'est ça qui est aussi notre force, c'est créer ces espaces de politisation, mais de manière très, très intergénérationnelle. Même si c'est des mots que, à la base, tu vois, un peu creux, je me suis dit, tu vois, mais en fait, pas tant. En mode, je crois que ça fait partie des clés. En fait, ça dépend comment on va se réapproprier finalement le mot. Ouais, aussi, ouais. Ouais, parce que le concept de mère, par exemple, nous, on l'a pas limité au fait d'avoir des enfants. C'est très occidental, c'est aussi d'avoir une mère qui est donc liée à une forme de parentalité. À quel moment tu dois être juste... Enfin, il y a plein de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui tiennent nos maisons de quartier, qui tiennent nos territoires, nos tantes, qui sont présentes et qui sont... Et donc ce concept de maman ou de mère, eh ben, on a essayé d'élargir à toutes les femmes qui, de fait, sont dans une forme... de soins et de prise en charge du monde, et là on va essayer de le réhabiliter, de le repolitiser en disant en fait elles ont un rôle qui est tellement central qu'on va aussi se construire autour d'elles. Donc nous on a fait une exposition à Strasbourg autour des mamans issues de plein de quartiers de Strasbourg et on était venus avec plein de voitures au milieu de la place d'une place publique à Strasbourg, dans le centre-ville, et on avait mis plein de voitures et les gens pouvaient s'asseoir dans les voitures, écouter l'histoire des mamans. Il y avait les tableaux dans les coffres et donc les gens regardaient les tableaux, ils s'asseyaient, ils écoutaient une mère qui parle d'intégration ou de peur pour d'échecs scolaires sur son fils ou peu importe, et ils sortaient de la voiture en pleurant et rencontraient la maman en question qui était, parce qu'on avait recréé tout un salon sur la place à Strasbourg, et donc les gens ils croisaient les mamans, ils parlaient avec elles et je me souviens que c'était un moment assez zinzin parce que même les enfants, ils se disaient « Ah ok, ma mère, elle a vécu ça en fait ». Et nous, je pense qu'il y a aussi un devoir d'héritage et de mémoire qu'il faut qu'on installe. Et voilà un peu ce que je
je voulais dire. Avec cet exemple, finalement, en fait, on peut dire aussi qu'écouter, c'est aussi avec le regard, finalement, parce qu'elle se sent sentie, en fait, visible pour une fois. En tout cas, il y a eu un espace qui a été créé pour les visibiliser. Et est-ce que tu as eu des retours c'était quand la première fois qu'un jeune ou une mère, en tout cas une personne, est venue te voir et t'a dit ça me concerne. Est-ce que selon toi, ça l'a concerné soit vraiment en fonction du climat ou en fait c'était juste une question de respect et de visibilité? Moi, je pense. Tu as commencé par parler du regard. Je pense qu'il faut aussi pas non plus oublier de dire que le regard, il doit être imposé. Ça veut dire que nous, on est allé dans l'espace public et les gens n'avaient pas le choix. D'où le fait d'avoir des voitures, de passer par la place et de rencontrer sa maman. C'est-à-dire que même si tu n'avais pas envie de les Ouais. croiser, tu es mal, je suis keblo là. Parce qu'on avait fait en sorte que les gens ne puissent pas passer autrement. Donc il y a un truc de imposer le regard. On l'a fait avec d'autres événements, on a fait des projections sur des bâtiments publics où on voulait imposer des messages. Donc je pense qu'il y a un truc aussi de non de pas demander l'autorisation avant d'exister, qui était aussi un renversement qu'on a essayé de faire avec les mamans. Et c'est ça qui touche. Ça veut dire qu'en mode, effectivement, au-delà de l'écologie, ce fait de se dire, OK, là, on existe l'un pour l'autre dans une perspective collective, dans une perspective d'émancipation, dans une perspective d'évolution. Et ben ça fait, je pense, chaud au cœur. Et c'est ça qui a touché les gens. Après, ça, c'est des moments, on va dire, qui ne sont pas prévus. Nous, on vient à la base avec une formation, avec une expertise sur la question écologique et climatique, en disant, regardez dans nos pays ce qui se passe. Est-ce que c'est normal que 65% du cacao viennent du Ghana ou de Côte d'Ivoire, et qu'en fait, on parle de la Suisse comme étant un grand pays de chocolat, alors qu'il n'y a pas de cacaotier là-bas, mon ref. Donc en fait, il y a toute une exploitation des terres agricoles en Afrique qu'il faut re-questionner et qui sert l'Europe. Donc en fait, on commence à lier les enjeux de nos pays d'origine avec les enjeux en France, avec les enjeux d'écologie. On met avec une formation, 8 heures, à la fin de la journée. Là, on a des jeunes qui viennent nous voir en disant « Ah ouais, c'est zinzin, j'ai compris ce qui s'est passé et j'ai envie de m'engager ». Ou d'autres qui sont en mode juste l'espace que vous avez créé là où on se réunit, il est trop précieux, on réfléchit ensemble et c'est ça qu'ils viennent chercher aussi. Donc il y a la question du sujet, mais aussi tout ce qui est autour du sujet qui permet de l'accompagner. Et est-ce qu'il y a un moment depuis la création de Banlieue Climat qui t'a marqué, qui t'a bouleversé, quelque chose où tu t'es dit waouh, j'ai entre guillemets réussi le challenge de cette association? Ouais. Je crois que c'était en fin d'année dernière, là. C'était assez récent. Il y a eu trop de moments. Il y a eu trop de moments. Ça veut dire qu'on on est parti au Brésil avec des mamans et des jeunes. Et là-bas, c'était incroyable parce qu'on a réussi à créer aussi du lien avec des gens qui parlaient même pas notre langue. Des seringueiros au fin fond de l'Amazonie. Donc, c'est des paysans qui récoltent du caoutchouc. Ils taillent des arbres, des EVA. Et c'est ces arbres-là qui font notamment nos chaussures. Et donc, on est allé les voir et on a réussi à connecter aussi avec leur perspective vis-à-vis de l'Amazonie, des feux de forêt, de ce qu'ils vivent, des meurtres aussi, parce qu'ils se font tuer là-bas quand ils essaient de militer. Donc, c'est d'autres rapports au militantisme. Donc, on a essayé de créer des ponts avec eux. C'était très fort. Pareil, quand on a fait notre voyage à vélo, on est parti avec des mamans et des jeunes. Et c'était aussi un moment de communauté qui était zinzin. Mais je pense qu'effectivement, le moment où je me suis dit, là, ça ne sert pas à rien ce qu'on fait. Et que c'est pas juste... Parce qu'il y a quand même un truc dans la temporalité de l'action, de manière générale, dans l'activisme ou dans les gens qui font des trucs en vrai, qui doit être très immédiat. Les cagnottes, les maraudes, c'est quelque chose de très rapide. Nous, quand on fait de la formation, on a du mal à voir les résultats tout de suite. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bien ce qu'on fait, mais tu vois, tu as du mal parfois à voir le concret. Si tu vois le concret sur des individualités, en mode un jeune qui, il y a 3 ans, était dans une situation totalement autre, dans son territoire, il sortait pas de chez lui, là, il se retrouve à l'Assemblée nationale. Tu vois des évolutions comme ça, mais c'est des évolutions individuelles, et c'est bien. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ça veut dire... tu peux aider individuellement plein de gens, mais pour combien d'autres que tu n'as pas aidé, tu vois. Donc c'est cool, mais j'avais du mal à voir le collectif. Et là, fin d'année 2025, on part à Laval et on voit un groupe de jeunes qu'on avait formés et qui ont créé leur propre asso sur le territoire. 6 filles qui ont créé Pop Co 53, une asso qui mêle ruralité et quartier populaire. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire, c'est elles. Là, elles ont dit, en fait,
Euh, on n'en a rien à cirer de la mairie, on n'a rien à cirer de tout le monde. Ça va être nous, on va faire notre projet. La présidente de l'asso, elle est sur la liste des municipales, elle s'est imposée en candidate citoyenne et elle fait son taf sur Laval. Ils mêlent ruralité et quartier populaire, ce qui est du jamais vu en vrai dans ce pays. Ouais. Enfin, ils sont trop forts. Et je me suis dit, ah ouais, on les a formés il y a 1 an. Elles étaient 6. Parmi les 6, Ménel, une des jeunes, se dit mais attends, pourquoi on n'est que 6? La mairie, vous savez pas faire votre travail, parce qu'en vérité, à force d'exclure les gens, ils ont perdu aussi leur capacité à aller au contact des gens, donc ils sont plus en capacité de mobiliser. Elle va sur les territoires de Laval, elle court partout, elle dit ah, venez, venez, tout ça, machin. Le lendemain, 30 personnes. Prochaine formation, 60 personnes. Elle dit au maire, mais en fait, ton taf, tu sais le faire un peu ou c'est comment? Liste municipale, elle crée son asso, elle fait l'inauguration fin d'année, c'est rempli, c'est incroyable, c'est beau. Et après, nous, on est dans le train avec, je me souviens, avec ma collègue Imen, on se regarde, on se dit, wesh, c'est une folie en vrai. Non, mais c'est une dinguerie, parce que toute l'année, on se dit, Ouais. on mange des derbas toute l'année, on fait rien, on fait des stories, je sais pas, il y a un truc d'impuissance En fait, quand on voit même. les graines qu'on a semées d'une C'est ça. certaine En façon. fait, ça venait répondre à l'impuissance qu'on constate toute l'année. On se dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on voit une asso qui se réveille à Laval, on voit une asso qui se réveille à la Maison des Brosses, Villeurbanne, une maison de quartier qui est incroyable, qui fait des initiatives, qui nous ont aussi invités pour voir la remise de diplômes, parce que du coup, notre formation est certifiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on vient donner des diplômes et tout, un peu symboliques pour les jeunes. Donc, on était venu faire ça à Lyon, à Villeurbanne plus précisément. On avait fait ça aussi à Trappes, Planète Trappes. C'est une asso qui s'est montée récemment de jeunes qui ont créé leur mouvement. À Saint-Ouen, on a des jeunes aussi qui s'organisent. À Strasbourg, ça commence à bouger. Ça veut dire qu'il y a vraiment ce truc-là de le village partout et la communauté qui s'agrandit. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a rendu le plus fier, c'est de me dire, même si là, si demain on s'arrête, il n'y a plus de ferries, il n'y a plus de banlieue climat, il n'y a plus rien, bah, eux, ils sont encore là. Est-ce que tu as l'impression parfois de faire le travail, en tout cas à banlieue climat avec toutes les personnes qui t'entourent, de faire le travail justement que tu l'as dit un peu, les localités ou que l'État ne fait pas? En fait, je pense que c'est pire que ça, en vrai de vrai. C'est un travail qu'ils font pas, Et qui veulent pas voir? qui veulent Ouais. pas faire et qui savent plus faire. Ça veut dire que même des politiques publiques qui pourraient être bienveillantes le sont pas en réalité. Quand on regarde, on a eu ce débat-là avec Strasbourg, où récemment il y avait la question des municipales, et on rentre dans une discussion sur les pistes cyclables. En disant, regardez, on vous a mis plein de pistes cyclables à disposition, c'est pour vous, on vous offre des pistes cyclables visiblement, donc prenez-les. Et on est en mode, bah attends, j'ai pas compris là, parce qu'il y a une maman qui était dans la réunion et qui dit, mais moi je sais pas faire du vélo. Enfin, en tout cas, les mères autour de moi ne savent pas en faire. Ouais. Parce que culturellement, on n'a pas appris, parce que certaines femmes sont excisées, parce que en fait, c'est un truc qu'on n'a pas dans notre culture. Ça veut dire que moi, mon enfant, il sait faire du vélo, mais je peux même pas l'accompagner. Parce que j'ai pas les moyens de venir avec lui. Et c'est une violence symbolique de ouf, en fait. Parce que je peux même pas l'accompagner comme les autres mamans. Donc, mettez en place des choses pour qu'on apprenne à faire du vélo, qu'on apprenne à faire de la natation, qu'on apprenne à faire plein d'activités. Et c'est là où vous arrivez à réparer les trajectoires et à faire en sorte que les gens se rassemblent. Parce que là, des pistes cyclables, on en fait quoi, en fait? Et donc, je pense que même s'ils étaient dans une forme de bienveillance, ils savent plus faire. Ils savent plus faire, ça fait 50 ans, ils parlent pas aux gens. Ça fait 50 ans, ils sont incapables de voir les violences qu'ils produisent. Je suis pas sûr qu'ils savent faire encore. Donc je pense qu'il y a ce truc-là de... on fait le travail de l'État, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas une envie de dire, ah tiens, on va remplacer l'État. On n'a Ouais. pas le choix. C'est que vraiment... Et là, je parle de nous, bon, le climat, on est visible, on est invité, c'est cool. Mais il y a plein d'assos sur le terrain Oui. qui ont beaucoup moins de moyens que nous. Et nous, encore, c'est la galère totale. On a 5 salariés, on ne sait même pas comment on finit l'année. Mais il y a plein de structures, c'est encore plus compliqué, qui font un travail de zinzin sur le territoire. Il y a une structure qui s'appelle le DACIP sur Strasbourg, qui accompagne des jeunes qui sont vraiment très, très, très éloignés. Et je parlais avec un éducateur là-bas, qui s'appelle Hassan, et qui me dit Ferry, ce que tu fais, c'est bien. Et ce que les gens dans l'associatif ils font, c'est cool, tu vois. Ils apprennent aussi aux jeunes à rêver, à se dire qu'ils peuvent monter en haut de la montagne. C'est bien. Mais moi, les jeunes que j'accompagne, ils sont dans un trou. C'est-à-dire que la montagne, ils ne savent même pas qu'elle existe. Donc, le temps de faire comprendre qu'il y a une montagne qui existe, on l'a pas. Donc, l'État, il ne va pas venir sortir les gens du trou, parce que ça voudrait dire remettre en question le système économique et la division raciale du travail, ce qui ne va pas être fait. Donc, ça ne sera jamais le cas. Il faut sortir les gens du trou et leur dire venez, vous pouvez rêver vous aussi. Mais jamais de la vie ils vont le faire. Parce qu'ils n'ont pas le temps et ils ne savent pas faire, ils ne savent plus parler à ces populations-là. Ils ne savent plus leur parler. Ils n'ont plus les codes, le langage. De la question du langage d'avant, c'est-à-dire que l'éducation, c'est créer un langage commun. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les premiers concernés qui peuvent le faire.
les autres qui sont trop éloignés, tu vois. Et justement, quand on parle de pollution, on parle aussi rarement de racisme environnemental. Pourquoi, selon toi, ce mot dérange? Je pense que la question du racisme de manière générale elle dérange Mm. parce que c'est un truc un peu passé, tu vois, en mode voilà, on a fait des En ONG. 2026, quoi. Voilà ça, tranquille. Le racisme n'existe plus, ça a été éradiqué. Ou au pire, c'est moralement condamnable. Donc, dans tous les cas, la loi. En fait, la loi vient remplacer euh, l'analyse un peu sociologique du fait que 20 fois plus, tu as 20 fois plus de chances de te faire contrôler quand tu es un arabe ou un noir par la police, ou en tout cas perçu comme tel. Et ben, ces analyses sociologiques viennent être totalement balayées par le fait que le racisme est condamnable par la loi. Donc, si c'est condamnable, le boulot, il est fait. Alors qu'en réalité, déjà, l'héritage colonial ne s'est pas arrêté. Donc structurellement, on voit qui sont les populations les plus contrôlées, qui sont les populations qui galèrent le plus à trouver un logement, qui sont les populations qui galèrent le plus à trouver un travail, en fait, donc à exister socialement. Et en plus, le racisme, c'est quelque chose qui est assez variable en fonction de ton capital économique, parce qu'il y a des bons arabes et des mauvais arabes, des bonnes personnes issues de l'immigration et des mauvaises personnes issues de l'immigration, ceux qui ont réussi à augmenter dans l'échelle sociale, ceux qui ont été, entre guillemets, intégrés de par leur capital économique, symbolique, culturel, et ben eux servent aussi d'exemple et de ah regardez, vous avez vu, on les a intégrés, on n'est pas raciste. Vous avez vu, ils sont avec nous. Et donc la question, c'est plus une diversité de visages forcément, mais c'est aussi une diversité de cerveau, une diversité de parcours de vie. Et ça, on veut pas l'entendre. Donc le racisme, il est beaucoup plus profond que juste une question de couleur de peau. Et puis je pense que le deuxième problème avec la question du racisme environnemental et du racisme tout court en réalité, c'est comment on crée des équivalences. Regardez, le racisme, c'est pas bien, mais on en vit tous. D'ailleurs, il y a du racisme anti-blanc qui existe. Et à partir de ce moment-là, tu crées des équivalences de discrimination en disant que si tout le monde vit du racisme, du coup personne en vit, puisque le racisme c'est une structure en escalier, c'est pas un cercle. Ça veut dire que tu peux remonter à son origine, qui est-ce qui l'a créé, comment il se structure, comment il se matérialise dans les trajectoires de vie. Mais du coup, on crée des équivalences comme ça en disant en fait c'est un cercle comme ça, où il y a des gens qui sont tous plus ou moins racistes les uns des autres, et que du coup la personne en haut de la pyramide peut être aussi victime de racisme, alors qu'en réalité ça peut être des tensions raciales, ça peut être des insultes qui sont totalement condamnables et problématiques. Hein. Mais du coup, la question du racisme d'un point de vue structurel et comment elle gangrène les structures et même notre rapport à nous-mêmes, au monde, ça on veut plus le voir. Et je pense que la question de l'environnement, elle permet aussi de remontrer qui est-ce qui meurt avant qui. Et là d'un coup tu te dis ah, en fait ouais. Parce que le racisme, c'est juste ça, en fait. Qui est-ce qui meurt avant qui? En France, dans le monde. Et si demain, il y a des extraterrestres qui arrivent, bah, on sera raciste d'eux, et ainsi de suite. Quoi. En fait, c'est juste comment la menace, elle est perçue et comment on se construit dans des rapports d'antagonisation. Je sais pas si ça se dit. Il me semble, ouais. Des rapports d'antagonisme ou en mode... Ouais. Mais ça, c'est fascinant, en fait, de le voir ça. Parce que même quand tu parles de civilisation judéo-chrétienne, des trucs comme ça, bah, tu captes que la civilisation, elle s'est construite vis-à-vis... de la peur de l'islam, et donc du coup tu es en mode ah ok, c'est comme ça que vous construisez vos civilisations, alors que la judéité elle a toujours été très persécutée en Europe, mais du coup on s'est dit bah tiens regardez, main dans la main. Sophie Bessis en parle beaucoup et elle le fait très bien. Ouais. C'est ça, ouais, une historienne qui j'avais vu un truc sur Arte je crois qui parlait de ça, et donc du coup c'est fort comment à chaque fois en créant des ennemis de l'extérieur, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais oui, parce qu'on parlait un peu du racisme environnemental, mais du coup ça donne aussi l'impression qu'on préserve en fait la société, ça rejoint l'écologie. Il y a une préservation du confort plutôt qu'une réparation des injustices. Et c'est un peu ce que tu essayes de changer avec Banlieue Climat, est-ce qu'on peut dire ça? Et parce que ça donne l'impression que qui peut définir qu'est-ce qu'est une urgence écologique aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'une urgence écologique? C'est pour ça qu'il faut toujours se poser la question de qui est-ce qui meurt avant qui est un peu une théorie de la blessure, tu vois, en mode de... Qui est-ce qui souffre d'abord? Parce qu'effectivement, tu peux être en mode le climat il arrive et tout le monde est un peu dans la même situation. Mais en fait, au Pakistan, à Jacobabad, il y a déjà des territoires inhabitables. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand en fait, l'humidité de l'air est trop élevée, ils ne peuvent pas respirer dehors, ils meurent. 6 heures, fin, finito, il n'y a plus de Pakistanais, il n'y a plus rien. Ils sont morts. Ça veut dire ça, c'est des territoires déjà dans le monde qui sont inhabitables. Et qui sont inhabitables de par un contexte industriel qui a permis le fait que l'Europe se développe, et donc notre confort à nous, c'est un confort qui se base et qui se construit sur l'inconfort d'autres populations. Notre liberté à nous, notre liberté entrepreneuriale de dire ah vas-y, je vais créer une usine de chocolat en Suisse, c'est basé sur le fait qu'il y a des cacaotiers qui ont été exploités au Ghana. Et donc en fait, tout ça, c'est un peu une illusion de liberté
Et donc, c'est comme ça que tu peux créer un individualisme, une individualité, que les gens ils sont un peu responsables de leur trajectoire de vie, je sais pas quoi. Et même ça nous a gagné chez nous. Ça veut dire que même chez les premiers concernés, on a l'impression de faut qu'on s'en sorte, faut qu'on travaille plus que les autres, tout ça. Mais à partir du moment où tu captes que cette liberté-là, elle se construit sur l'enfermement d'autres personnes, sur l'asservissement d'autres personnes, tu te dis, ah ouais, ok, l'Union européenne, elle finance le Rwanda qui est en train de faire des exactions au Nord Kivu pour du cobalt. Ah ouais, c'est chaud en fait. Et donc dans ce cas, tu commences à rentrer dans un rapport un peu bizarre de ma liberté dépend d'un système d'exploitation et donc elle n'est pas si libre. Et donc en fait, ce confort-là, il est un peu, il est un peu illusoire quoi. Et il va pas être infini. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, ça rejoint complètement. Et justement, sur le fait qu'on parle beaucoup d'individualité, toi, on te présente souvent aussi comme le visage de l'écologie populaire. Est-ce que pour toi, c'est un honneur ou c'est un piège? C'est un piège, mais il faut savoir l'utiliser correctement. Comme je te disais avant, je pense que j'ai toujours eu ce discours. Parfois, j'aime pas trop les médias parce que c'est figé un peu dans le temps ce que tu dis. Et j'ai toujours un peu ce discours de moi, j'ai envie de représenter personne. Genre, tranquille, les gars, je pas. En plus, j'ai pas commencé à m'inventer des vies, j'ai pas vécu toutes les violences dont je parle. Ça veut dire que moi, j'ai été préservé de certaines choses. J'ai pas envie de représenter tout le monde. Comment tu gères ça? Mais au fur et à mesure, je me suis dit qu'il faut l'accepter en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a un manque comme ça et qu'il y a des gens qui se sentent représentés par moi, il faut l'accepter. Par contre, il faut faire attention à deux choses. La première, c'est comment tu arrives à faire monter un collectif avec toi. Sinon, c'est beaucoup trop fragile. Et en plus, tu es en train de répliquer un truc qui n'est pas carré. Et deux, il faut pas non plus sous-estimer l'ego que ça va venir chercher chez toi en mode ah ouais, ça veut dire que du coup, tu es investi d'une mission. Ouais. Ton ego, ton œuf, on dit en arabe, tu vois, qui va être titillé par ça. Ça, c'est quelque chose qui va venir être ah ouais, donc t'es spécial, ce genre de choses. Il faut faire attention à ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui me fait redescendre très vite sur Terre, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, et puis qu'en réalité, j'ai eu beaucoup de chance parce que, surtout dans nos familles à nous, issues de l'immigration, il y a ce discours-là de il faut travailler plus que les autres. Ouais. Mais les autres, c'est qui? Parce que les autres, c'est nous. Ça veut dire qu'en fait, ils ont réussi à nous mettre en compétition entre nous. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce truc-là où ma mère, elle m'a donné beaucoup d'amour, mais d'un point de vue tellement inconditionnel, parce que en fait, je suis son seul fils, je suis fils unique. Et déjà, je devais pas... Enfin, c'est un peu long, mais en mode de problème de... Plein de problèmes qui fait que je devais même pas vraiment naître. Et donc, du coup, elle a toujours été touchée par le fait que j'ai pas de frères et sœurs. Ça l'a beaucoup perturbée. Et donc, du coup, elle a jamais été dans ce discours-là avec moi. Tu dois faire mieux que les autres, mon fils. Non. Juste, t'es là, c'est une dingue. Déjà, t'es là. Ouais, c'est une baraka, Enchanté, comme on déjà, dit. tu vois. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, moi, j'ai été préservé de ce discours-là, de tu dois faire mieux que les autres. Et ce discours-là, il peut être très dangereux parce qu'ensuite, même nous-mêmes, on va se construire sur des carrières où on va capitaliser sur des luttes, où on va capitaliser sur des problèmes et on va créer notre entreprise pour s'en sortir tout seul, sans penser aux autres. Et donc, en fait, on réplique le même schéma, ainsi de suite. Et c'est pas comme ça qu'on se libère tous collectivement. Et donc, je pense que moi, j'ai été un peu préservé de ce truc-là de ah oui, il faut que je fasse mieux que les autres. Ah oui, je suis talentueux. Ah oui, je suis bon. Bah non, frérot, juste t'as eu de la chance parce que t'as eu des parents qui étaient Ouais. qui t'ont pas lâché. Et c'est tout, en fait. Et puis, même quand c'était compliqué, j'ai eu des profs qui ont pris le relais. Une prof d'histoire, j'en parle beaucoup dans toutes mes interventions, mais une prof d'histoire qui m'a beaucoup soutenu au collège. Enfin, tout ça, c'est ça qui a fait en sorte que, ok, faut faire pas mieux que les autres, en fait. Faut juste faire avec les autres. Et ça, c'est une distinction que parfois on a du mal à avoir. Et donc, je pense que ça, j'en suis préservé. Et c'est ça qui fait que j'assume de plus en plus le fait de porter quelque chose, mais de le porter en collectif. Est-ce que tu n'as pas eu parfois peur d'être instrumentalisé, justement instrumentalisé politiquement ou en tout cas socialement de par en fait, ton âge, de par ce que tu fais et du fait qu'on peut se dire, parfois, ah oui, bah on va le mettre là et voilà, une instrumentalisation, pardon. Ouais, je pense que si, je pense que ça a dû m'arriver d'être instrumentalisé à des moments. Je pense que ça va m'arriver à d'autres moments. Le but, c'est juste d'être assez vif pour le voir, le refuser. Nous, quand il y a des listes municipales et qui disent bah ok, faites de la promo pour nous, alors que c'est des gens qu'on voit jamais, le maire, on l'a jamais vu, la maire, elle est jamais passée dans ta ville. Enfin, tout ça, on le prend en compte pour ne jamais se faire avoir, parce que ces partis-là, ils nous ont fait du mal aussi. Ils ont fait du mal à nos engagements.
à nos territoires. Donc l'instrumentalisation, là, j'en parle que d'un point de vue parti politique, Oui. mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Mais si je reste sur les partis politiques, effectivement, on la vesquille. Parfois, elle va nous tomber dessus. Mais le but, c'est vraiment de construire un mouvement citoyen qui s'en détache un maximum. Ouais, je pense que c'est inévitable parce que la récupération, elle se fait parfois sous prétexte de c'est mieux que rien. Et l'argument de c'est mieux que rien, c'est celui-là, je pense, qui nous tue depuis je sais pas combien de temps, en mode ok, là il y a une liste municipale, tu as un poste potentiel, et tu vas y aller, et tu vas justifier ça. Et c'est justifiable en plus. C'est-à-dire que l'argument il tient la route. Tu vas dire ah les gars, c'est mieux que rien. Mais comment ça c'est mieux que rien? Parce que en fait à la base c'est tout ou rien. Parce que dans tous les cas, le c'est mieux que rien, c'est une personne qui est sur la liste, et ça veut dire que cette personne-là, si elle n'est pas en plus en position éligible, si on parle des élections municipales, ça veut dire que c'est juste son nom sur lequel on capitalise. Donc en fait, il n'y a rien qui va. Et toi, tu vas réussir à te faire absorber parce qu'il ne faut jamais sous-estimer comment le système, ce que je disais avec la Sorbonne nouvelle et moi qui parfois commence à vouloir mobiliser je ne sais pas combien de concepts, c'est pareil pour la politique. Tu vas te faire absorber. Parce qu'à la base, c'est des endroits qui ne sont pas conçus par nous. Donc à partir du moment où c'est pas conçu par nous, tu vas te faire absorber, tu vas te conformer, que tu le veuilles ou pas. Aussi fort que tu penses être, c'est fini pour toi. Donc, je pense que le c'est mieux que rien, ça fait partie des réflexions qui peuvent nous pousser à potentiellement être récupérés, à potentiellement faire des erreurs de stratégie. Mais du coup, ouais, je pense que ça a dû m'arriver, ça m'arrivera encore, mais j'essaie de l'esquiver un maximum. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un entourage de plus en plus solide, de plus en plus grand, qui me permet aussi de prendre des bonnes décisions, moi personnellement, mais le collectif de manière générale. Je sais que récemment, on a eu ces questions-là pour les élections municipales. On va les avoir pour les présidentielles. Ouais. Et je suis très fier de voir que des jeunes à qui, pendant des semaines, on a promis des postes dans certaines municipalités de ce pays, à la fin, quand on a dû leur dire, les gars, on n'y va pas. Les gars, on n'y va pas parce que là, ils veulent qu'une personne. Ils veulent nous utiliser. Ils veulent pas qu'on y ait un collectif. Et ben, c'est hyper violent pour des gens qui sont sur le terrain tous les jours de dire bah, finalement, je dois renoncer à ma candidature. Et ils l'ont quand même fait. Et je pense que ça fait partie du collectif qu'on est en train de monter. Ça veut dire que voilà, l'intérêt personnel passe au second plan. Et c'est dur en vrai. C'est dur, mais on essaye. Tu parlais de la Sorbonne, justement, quand tu as proposé d'enseigner à la Sorbonne, qu'est-ce que ça fait aussi? Comment est-ce que tu as réagi à certaines critiques qu'on a pu faire? J'ai pas trop réagi aux critiques. Moi, je suis reconnaissant qu'on m'ait fait confiance. Je suis reconnaissant de me dire que j'ai un espace où je peux aussi m'améliorer dans mes théories, dans mes réflexions, d'avoir un endroit juste... où je retourne à l'école, en vrai. Parce que moi, j'ai quitté l'école très, très tôt. En deuxième année, j'ai dû rentrer pour m'occuper de ma mère. Et donc, j'étais... Enfin, j'ai jamais vraiment aimé l'école. Et en même temps, l'ambiance universitaire, je trouve ça trop bien. Je sais pas pourquoi, j'aime trop un peu l'ambiance... C'est le collectif, en fait. C'est ça, t'es avec ton sac, t'es là avec ta classe, tout ça. Ça veut dire, moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir y retourner. Ça me fait trop plaisir de pouvoir avoir en plus... j'ai des étudiants et des étudiantes qui sont incroyables, qui sont toujours là, qui, à la fin du cours, viennent me voir en disant j'aimais plus l'école. Et limite les larmes aux yeux à la fin du cours, moi c'était incroyable et tout, ça me fait trop plaisir. Donc non, moi j'aime trop. Après les critiques, j'ai pas forcément de trucs à dire là-dessus. J'ai cru que ça m'atteignait pas. Au bout d'un moment, j'ai constaté que je rentrais quand même dans une forme de conformisme que je dénonçais. J'essaie de m'en détacher. Et puis le but c'est justement de pas y aller tout seul. Et ça c'est quelque chose qui a été très clair dès le début, c'est qu'aujourd'hui c'est moi, c'est cool, enseignant, et les gens, ils en parlent un petit peu parce que, je sais pas. Mais en tout cas, ils en parlent. Le but, c'est que demain, ça soit pas un événement particulièrement nouveau, mais que d'autres jeunes comme moi, de mon asso, on a déjà commencé à essayer d'en placer quelques-uns, on verra si ça fonctionne, puissent être aussi dans ces positions-là. Parce qu'en fait, il y a le savoir académique qui pour moi, n'a pas de sens et pas de logique et pas de pertinence quand il n'est pas lié à d'autres expériences de terrain qui en fait s'entremêlent et c'est ce qu'on essaye de faire. Et selon toi, c'est quoi la vraie puissance d'un jeune de quartier aujourd'hui que personne ne voit? En fait, je pense que c'est pas une question forcément de jeune de quartier ou pas jeune de quartier. Il y a
en fait, il y a la capacité à s'adapter qui vient de tellement d'histoires. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu as hérité de la couleur de tes yeux de tes parents, et ben, tu hérites aussi des traumatismes. Mm. Tu hérites aussi des névroses, de tout ça. Et Ouais, ça, c'est transgénérationnel. Hein. c'est transgénérationnel. Ça veut dire ça fait que forcément, dans l'adaptation, dans la capacité aussi à faire commun, c'est inscrit chez nous, en fait. Et c'est juste moins loin que d'autres populations. C'est juste ça. Et vu que c'est moins loin, eh ben on se souvient qu'il y a 3 générations, peut-être que ton grand-père, il était en Kabylie en train de planter je sais pas quoi. Et moi, j'ai des jeunes dans l'assaut, quand ils étaient petits, ils se souviennent encore de leur rapport à la terre. Donc c'est de leur rapport à leur communauté, à leur village natal. Donc je pense qu'il y a ce truc-là qui est juste un peu moins loin, qui fait qu'on sait d'où on vient, et que du coup, quand on sait d'où on vient, on sait où on va, qu'il y a un truc d'adaptation qui est plus rapide parce que nos parents, on les a vus se faire discrets, se faire petits, et donc on a vu un premier modèle d'intégration, on sait comment faire, on a une capacité à se dire que, ok, on doit s'intégrer parce qu'on est français, et ça, on l'assumera toujours, mais en même temps, ce pays-là, il a fait du mal aussi à notre pays. En fait, on a un pays qui fait du mal à notre pays. Comment on fait ? Ça veut dire, ok, c'est intéressant de capter que l'intégration ne doit pas se faire dans une forme d'aveuglement et d'acquiescement total aux politiques publiques ou aux politiques qui sont adoptées quand il y a encore des ingérences de nos pays d'origine. C'est pas normal. Donc il faut juste penser à cette force-là qu'on peut avoir quand on est issu de l'immigration postcoloniale, quand on est issu de territoires populaires. Se dire que cette adaptation et cette lucidité sur la violence qui peut exister, c'est ça qui fait que du coup tu peux te réveiller plus facilement, que tu peux réveiller tes gens autour de toi, que tu peux créer du collectif. Et c'est surtout parce que inévitablement ça doit partir de là, le mouvement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il part de là, il est beaucoup plus facilement généralisable. Nous, quand on a fait notre voyage à vélo, on est passé par Xirocourt, un petit village au milieu de la France, rural, avec d'autres problématiques. La ruralité, elle a d'autres soucis, d'autres enjeux. Mais parce que ça venait de nous, parce qu'il y avait cette spontanéité, parce qu'il y avait ce truc-là de on peut vivre des trucs un peu similaires et tout. C'est comme ça que tu connectes avec les gens. Tu connectes pas avec les gens sur des privilèges. C'est trop privilégié sinon. C'est trop superficiel. Tu connectes avec les gens sur des douleurs. Ça veut dire que là, mais pas forcément une douleur que tu verbalises. C'est pas en mode on se voit, on se pleure, on pleure dans nos bras et tout. C'est plus en mode ok, là il y a un truc commun entre nous. Oui, sur des moments qu'on partage et on répare. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je pense que c'est ça qu'on peut avoir comme force. Mais c'est de manière générale la notion de premier concerné, peu importe la violence, qui fait que c'est que de là que peut partir, en tout cas je pense, un changement, un mouvement, et que généralement on a tendance à parler au nom d'eux et ne pas forcément laisser les espaces, les endroits, les outils pour s'exprimer. Et est-ce qu'on peut dire que si ces jeunes, ou en tout cas pas uniquement jeunes, justement, que ce soit intergénérationnel, peuvent justement avoir un impact et prendre ce pouvoir à travers l'écologie ? Est-ce que c'est aussi ce que tu représentes d'une certaine façon ? Est-ce que tu estimes que tu as pris le pouvoir sur ça ? Non, mais je pense qu'on crée des espaces, mais on n'a pas encore pris le... Pas le monopole, mais tu vois, une certaine forme, en tout cas, de légitimité, peut-être. Je sais pas, j'ai pas assez de recul, je pense. Ouais. Je vois des moments qu'on a pu influencer en bien d'autres structures, d'autres assos, d'autres mouvements. La question des maires, la question de plein de choses. On voit un peu l'impact qu'on peut avoir d'un point de vue... influence, et en même temps on se dit à chaque fois est-ce que c'est nous qui avançons, est-ce que c'est la cause qui avance. Et ça parfois c'est toujours un peu compliqué de savoir parce que quand moi je suis invité à droite à gauche, est-ce que c'est pas aussi une manière de rendre un peu marchandable la lutte en mode après je suis pas un produit, je vends encore rien, peut-être qu'un jour on va le faire quand on est trop en HS, on sait pas, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et du coup je me dis mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous utiliser aussi un peu, est-ce qu'il n'y a pas ce truc là de c'est cool au moins quelqu'un qui se bat pour nous mais sans jamais vraiment faire en sorte que eux aussi ils s'impliquent. Donc il y a juste ce truc là parfois de un peu compliqué à assumer de quelle est notre place, mais après sur la prise de pouvoir je saurais pas te répondre en vrai. Il y a une période où on se disait qu'il fallait qu'on influence les décideurs. Est-ce que tu estimes que tu les as influencés ? Non, c'est que des prises de... En fait, même s'ils te donnent quelque chose, c'est que ce qu'ils pourront te donner. Donc, je pense qu'il y a un rapport... suffisant d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. Et le rapport de force, il ne doit pas se faire dans la demande. Il doit se faire dans le fait qu'on impose qui on est, notre identité. Qu'on ne va pas attendre je ne sais pas quoi, on va à la fête des mères mettre des voitures sur une place et c'est comme ça. Et on va faire une expo, que vous le vouliez ou non. Et du coup, je pense qu'il y a un truc juste de ne pas forcément attendre d'être intégré dans des espaces qui nous ont trop longtemps exclus et qui nous ont trop longtemps dominés. Ces espaces-là, on ne doit pas chercher à tout prix à les intégrer, on doit chercher, nous,
à supprimer la domination, pas à intégrer la domination. Et c'est un peu différent. Et je pense que parfois, on peut Et avoir on fait ça envie... comment? Tu vois, pour un jeune enfin un jeune ou peu importe, tu vois, des adultes, quiconque a envie justement de combattre ça. Il fait comment? C'est quoi les conseils que tu pourrais lui donner? Je pense que d'abord, c'est de se réunir avec d'autres personnes. Tout seul, tu vas rien faire. Ça veut dire qu'il faut que sur un sujet précis, tu es dans ta ville, tu as un sujet sur la question de la cantine scolaire, peu importe ton sujet, tu as un sujet sur la question de la santé mentale, parce que tu veux remettre Ouais. au goût du jour la santé mentale qui n'est pas correctement traitée aujourd'hui. Peu importe. Tu réunis des gens autour de toi, tu vois les structures où tu peux te réunir. Donc, il y a une question de salle et d'espace qu'il faut réussir à envahir, parce que généralement, les salles, il y a une forme de monopole aussi avec les municipalités et les départements qui font que tu galères un peu Ouais. à te réunir avec tes gens. Mais une fois que tu as réussi à te réunir avec tes gens, dans ton centre social, peu importe, là, tu peux commencer à essayer de te documenter sur la violence dont tu parles. Et c'est une fois que tu arrives à avoir un langage commun avec tes potos que tu vas réussir à soit tu vas t'imposer à la mairie parce que tu vas réussir à faire en sorte que, par exemple, Menel, ce qu'elle a fait à Laval, c'est qu'il y avait la question des bus qui étaient beaucoup trop mal agencés au niveau des horaires dans son quartier, parce que c'était fait en sorte pour que les gens de la ville puissent aller à l'école, mais pas les gens des territoires un peu plus éloignés de Laval. Ok. Et donc, elle a commencé à dire, en fait, pourquoi les bus sont mal organisés pour nous. Donc, elle a commencé à militer, elle en a parlé avec ses potes, ils ont commencé à créer un commun autour de la question du transport, et ensuite, ils sont allés voir la mairie en disant, c'est comment. Et là, elle a été intégrée au conseil municipal des jeunes. Ils ont réussi à faire des modifications. Et c'est intéressant. Mais ça fait partie d'un sujet précis de comment on s'organise. Mais en fait, en fonction de chaque violence, chaque endroit, l'organisation, elle est différente. Donc moi, j'ai pas de solution. Et ça peut paraître un peu niais de dire qu'il faut se réunir et être ensemble. Mais il y a Mais toujours c'est grave le début, en fait. cette notion quand même de ensemble. On peut faire d'une certaine façon quelques changements, quelques modifications pour améliorer, en tout cas. Ouais, et que je pense qu'il faut jamais se contenter, par contre, d'améliorer à la marge nos conditions de vie. Et qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, il va falloir aller beaucoup plus fort. Mais que ça passe par d'abord des espaces de sociabilisation, des espaces où par exemple, nous, on a eu la question de l'exil qui nous a un peu traversé récemment à travers des MNA, des mineurs non accompagnés sur Strasbourg, avec qui on a travaillé la question, dans le cadre d'un événement qu'on voulait faire au musée de l'immigration. Donc on a fait cet événement-là avec des jeunes, des MNA, plein de monde, Utopia 56, bon, le climat, plein d'assauts. On a organisé cet événement-là et la question de l'exil, on l'a traversée à travers la question, nous, de la prise de parole assez intime sur nos histoires familiales. Et ça, on l'a travaillé avec des mamans et des jeunes. Et donc, on s'est réunis dans des salles et on a commencé à travailler cette question-là. On avait un objectif commun qui était de venir briller et raconter nos vies au musée de l'immigration, mais pas parce qu'il y avait des gens qui venaient nous voir. Il y avait 600 personnes, c'était trop bien, il y avait du gospel, on a dansé, trop, trop cool. Mais c'était une question de réparation aussi entre nous. De trajectoires qu'on n'avait pas forcément mis de mots dessus. Il y avait une jeune qui était en mode moi je parlerai pas. Moi Ferris, je sais pas ce que tu racontes, je vais pas commencer à raconter ma vie devant des gens que je connais pas. Et d'ailleurs elle a commencé son discours comme ça en disant moi je ne parlerai pas de ma vie. Donc tu vois, il y avait ce truc là de comment pendant 3-4 mois on s'est accompagnés les uns les autres, on a parlé de nos violences, on s'est guéris entre nous et c'est comme ça que tu commences à créer des collectifs et des personnes qui se disent en fait moi après j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'exprimer la violence différemment, j'ai envie de m'émanciper comme ça. Donc ça c'est très individuel et c'est trop bien et c'est comme ça que tu crées plein d'espaces qui vont être envahis par nous. Et ça, c'est une partie de la théorie du changement. Mais l'autre partie, c'est réussir à préserver comme le collectif, qui permettra peut-être demain de prendre les mairies d'un point de vue, je sais pas, d'un mouvement général, de listes citoyennes qui prennent les mairies, ou peu importe le pouvoir politique, peu importe ce qu'il faut prendre, le pouvoir judiciaire, tous ces espaces-là qui nous ont été un peu retirés, et il faut parfois les reprendre, pas dans leur totalité, il y a des endroits où ça se passe pas trop mal, mais il faut que on rétablisse une forme d'équilibre, que ce soit dans le milieu scolaire, dans le milieu de toutes les institutions, en fait, de manière générale. Donc je suis désolé, je suis un peu long, mais en résumé, c'est effectivement des espaces où on se réunit et on arrive à se trouver des passions communes et des sujets communs, on en parle, et ça donne après des jeunes qui ont des carrières incroyables. Et en même temps, à côté, des moments où on se réunit tous pour se dire, OK, comment là, collectivement, on prend telle ou telle institution parce qu'elle ne nous a pas respectés, parce qu'on ne s'est pas senti... vu dans notre dignité et dans notre humanité. Avec le recul, est-ce que tu t'es dit que banlieue, climat aurait eu cette trajectoire? Non. Non, et puis même toutes les réflexions là que je te partage de communauté, d'école, de thérapie à travers la culture, de tout ça c'est des trucs qui sont venus au fur et à mesure.
nous, à la base, on est juste là. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas parlé au nom de Oui. tous les autres cofondateurs et tous les jeunes. On est juste là en mode ah ouais, c'est chaud ce qui se passe, venez, on en parle ensemble. Ah ouais, ok, ah ouais, on nous a caché ça. Ah ok, un enfant sur 3 qui a de l'asthme à bagnoler à cause du double échangeur qui est pas loin. C'est chaud quand même. Ah ouais, les maladies cardiovasculaires. Ah ouais, la santé. Donc tu commences à capter. Ah ouais, c'est pour ça que un tel il meurt avant un tel. Nos familles, notre rapport à la terre, notre rapport à l'alimentation. Tu commences à capter un peu tout ça. Même les nombreux cancers, il y a C'est tellement de ça. choses. Ouais. Et donc une fois que tu commences à te réunir là-dessus, tu te dis ah ouais c'est chaud, mais t'as pas, enfin en tout cas personnellement j'avais pas du tout une vision de ok il faut qu'on soit plein de structures localement qui s'organisent et qui créent leur propre asso et qui font leurs propres événements culturels, éducatifs. En fait on est un peu cantonné aussi dans l'éducatif parce que c'est le plus important, mais aussi d'après dans le culturel parce que effectivement le pouvoir politique comme on en parlait avant, on l'a pas encore et à partir du moment où on l'a pas encore, c'est devient difficile de faire changer des choses d'un point de vue structurel. Mais c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas qu'on attende de l'avoir pour s'organiser. Et donc nous c'est ce qu'on a fait. On n'a pas attendu. On s'est juste dit vas-y venez on se réunit, on forme. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'on se dit vas-y on n'est pas audible, les gens ils vont pas vouloir, c'est comment. Et finalement ça a marché. Donc on s'est retrouvés là, mais c'était pas planifié en mode de, ok voilà notre théorie du changement, voilà comment on veut la mettre en place, on va ouvrir notre école dans 2 ans. Non, on a ouvert notre école, on n'était même pas au courant que ça allait être une école. C'était en mode ah oui, il faudrait qu'on ait une école pour réunir des jeunes formateurs qu'on a formés sur les territoires, qu'on les réunisse tous à Paris, pour leur donner d'autres clés de lecture, pour pas se faire récupérer, pour pouvoir parler au public, pour pouvoir comprendre tous les concepts. Et après, qu'ils reviennent sur leur territoire et qu'ils forment d'autres jeunes eux-mêmes. Parce que si c'est nous qui faisons ça partout, ça y est, au bout d'un moment, c'est quoi? C'est Strasbourg qui libère la France? Moi, ça m'arrangerait, mais c'est quoi? Le but, c'est juste des Strasbourgeois, des gens de Paris et... Non, il faut que les gens sur leur territoire aient les outils pour parler eux-mêmes des violences qu'ils peuvent vivre. Parce que moi, je connais pas la situation à Marseille, je connais pas la situation à Montpellier, je connais pas la situation à Laval. Donc c'est juste ça qu'on s'est dit. Et au fur et à mesure, on a eu une école, on a commencé à se réunir et c'est comme ça qu'on est venu en se disant ah ok, c'est intéressant ce qui se passe. Mais même pour la communauté, même pour la question des mamans. C'était pas un truc prémédité plus que ça veut dire que c'est juste moi j'ai perdu ma mère, c'était important pour moi d'en parler. Sana Saitouli c'est une maman aussi, elle a 3 enfants, elle voulait parler de la question des mères. On a commencé à former des mamans, moi j'ai commencé à en réunir sur Strasbourg. Et au fur et à mesure on se dit ah ouais, en fait quand il y a des mamans, des enfants, des jeunes ensemble, ça donne un esprit de communauté qui fait que même si à la fin, on n'a pas changé le monde, on a déjà gagné. Pourquoi on a déjà gagné? Parce qu'on s'est guéri entre nous, parce qu'on s'est réunis, parce qu'on a changé notre trajectoire, notre vision du monde, notre manière de se parler, de se regarder, de s'aimer, ce truc-là de compétition entre nous, de faire mieux que les autres, on l'a cassé. Et déjà, ça, c'est fou, en fait. Parce que tout est fait pour qu'on ne le casse pas. Et donc, du coup, c'était juste ce truc-là de, ouais, ok, on fait en fonction de l'instinct. Et notre instinct nous a mené à se dire que on était peut-être dans une bonne trajectoire, en tout cas, pour se guérir un peu. Et justement, dans 10 ans, c'est un peu la question classique, ouais, on va dire, mais dans 5-10 ans, tu te vois où? Est-ce que tu vas toujours porter ce message de banlieue climat ou peut-être, est-ce que tu as peut-être d'autres rêves, en fait, d'autres choses qui te viennent en tête, d'autres projets Non, moi je pense que il y a un truc comme très fatigant là-dedans, dans le fait de moi, mon rôle, ça reste de rassembler des gens. Et c'est des gens où on a été sociabilisés d'une manière qui fait que, bah, forcément, à des moments, il y a des gestions humaines qui sont compliquées à avoir. Il y a, quand on parle de schéma de réinsertion, des jeunes qu'on attrape, qu'on perd à nouveau, que si on n'arrive pas à occuper tout le temps, forcément, il y a la réalité matérielle, il y a l'argent qui revient. Donc, ça peut repartir dans d'autres... j'allais dire bêtises, mais c'est pas des bêtises, c'est juste des urgences économiques et des choix qui peuvent être perçus comme mauvais. Et donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, moi, humainement parlant, si je parle juste en mon nom, ça prend quand même beaucoup de temps, d'énergie, et même d'un point de vue perso, vie perso, c'est un peu compliqué de toujours être présent pour moi-même, pour ma grand-mère, pour des trucs tout bêtes, tu vois. Donc je pense que moi, dans 10 ans, j'espère que j'aurai fini. Pas j'aurai fini dans le sens où la lutte sera gagnée. Oui, tu auras fait ta part, un peu comme le colibri. C'est ça exactement. Moi, ma part, essayer de rassembler des gens
Si j'ai 2-3 takes en tête pertinentes, les proposer, ouvrir 2-3 espaces. Parce que c'est juste ça mon taf, donner des armes. Les armes culturelles qu'on peut avoir. Si on a 2-3 musées qu'on peut ouvrir à des gens, c'est parti. Si on peut ouvrir des espaces localement, c'est parti. Si on peut essayer de faire en sorte de donner de la visibilité médiatique à des combats ou à des violences, c'est parti aussi. Une fois qu'on est parti partout, moi, ça y est. Ça veut dire que je vais pas essayer d'exister pour exister. C'est-à-dire que si j'arrive aussi potentiellement, après il y a des enjeux financiers aussi qui vont se poser en mode ok, qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie plus tard. Mais j'ai pas, je pense, vocation, en tout cas j'espère pas, à être là tout le temps parce que ça veut dire que c'est qu'il y a aussi un truc qui n'avance pas. En fait, j'ai l'impression que si je suis tout le temps là, c'est que ça va pas forcément avancer. C'est qu'il y a pas d'autres personnes qui ont pris le relais, que ce soit en termes de. Et après, être là, c'est pas forcément être derrière la caméra, tu vois. C'est-à-dire que je peux être là sans être devant une caméra, mais je peux être là autrement. Et je pense qu'à terme, c'est un peu ça l'objectif. C'est de pas de disparaître, mais être là un peu différemment. Et bon, le climat, je pense que ce sera, j'espère, une orga parmi d'autres, parce que là, aujourd'hui, on en parle. Mais il faut qu'il y ait plein d'assauts comme ça qui se montent, qui puissent localement s'organiser, nationalement aussi, faire du plaidoyer, parce qu'on a besoin de force. Nous, quand on a fait un plaidoyer avec les mamans sur la question du mercure dans le thon, on était bien seuls, hein, en termes de premiers concernés. Il y avait d'autres orgas de... Je vais dire de bourgeois, c'est pas forcément gentil de dire ça, mais en tout cas, c'était des orgas qui avaient la connaissance et le temps de s'en occuper, tu vois. Nous, les mères, quand elles ont écrit à Jean-Michel Edouard Leclerc pour dire qu'il y avait du mercure dans le thon, elles ont commencé la lettre en disant « Nous, mères de quartier populaire, nous ne sommes pas des militants, on n'a pas que ça à faire. Par contre, on vous écrit parce que on constate qu'on est en train d'empoisonner nos enfants. Les plus précaires avec les maraudes, parce que les sandwichs au thon, c'est comment les recettes méditerranéennes à base de thon. Tout ça, on le vit. Ça reste parmi les protéines les moins chères aussi. Exactement. Et ils faisaient des promotions sur le thon au moment où le scandale est sorti. C'est vraiment ils sont tartés. Donc du coup, on était en mode, à nous de prendre ce combat-là, mais on était bien seuls. Donc je pense que, bon, le climat dans 10 ans, il y a moi personnellement être pas forcément toujours sur le devant de la scène ou quoi, mais être un peu là différemment. Et l'organisation, on espère qu'il y en a plein d'autres qui vont se monter. Comme ça, on est un peu moins seuls. Et comme ça, il y a d'autres personnes qui... Le but, c'est que ça soit pas exceptionnel ce qu'on fait. Il ne faut pas que ce soit extraordinaire. Il faut que ce soit ordinaire. Tu vois. En fait, c'est pas normal de juste être là. Et c'est pour ça que même la question du mot engagé, parfois, c'est des choses qui m'ont un peu interpellé parce que ça donne un peu un côté exceptionnel, cool, stylé, de se dire « Ah ouais, toi, tu... » En fait, tout le monde est un peu comme ça à la base. Les enfants, ils sont comme ça à la base. Vous avez été sociabilisés, on a été programmés d'une manière un peu bizarre, notamment avec l'éducation qui segmente un peu les sujets. On ne comprend pas forcément les violences qu'on vit parce qu'elles sont mal expliquées, mal historicisées. Sur la question de l'esclavage, la question de la colonisation, qui ne fait pas la suite, tu vois, sur l'héritage colonial qu'on peut encore avoir. Toutes ces questions, on les a pas en tête. Donc forcément, tu as l'impression que nous, ce qu'on fait, c'est un peu nouveau, mais c'est juste normal en vrai de vrai. Donc si on arrive à normaliser un maximum nos méthodes d'action, c'est déjà trop bien à horizon 5-10 ans ou quoi. Comment est-ce qu'on peut soutenir, tu vois, pour toutes les personnes là qui t'ont écouté et qui t'ont regardé, comment est-ce qu'on pourrait soutenir Banlieue Climat ? Alors je pense que du coup, il y a un soutien financier qui est important à dire, parce que nous, on est une asso, on n'a pas forcément toujours les moyens de payer tout le monde comme il le faut. Donc on essaye de lever des fonds tout le temps. Donc n'hésitez pas à nous soutenir financièrement. Je pense que c'est important de rappeler qu'on est dans un moment qui est aussi hyper précarisant pour les structures associatives et que du coup, c'est important de les soutenir, que ce soit en termes de temps, d'énergie, de compétences. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais d'un point de vue graphiste, d'un point de vue communication, nous, on a du mal parfois à communiquer sur ce qu'on fait, parce que faire et communiquer, c'est dur en vrai de vrai. Moi, je connais plein d'assos qui font plein de trucs et qui communiquent pas du tout. Nous, on essaie d'avoir un entre-deux, mais il est hyper compliqué. Je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent vraiment pas ce qu'on fait. Et j'ai même des potos à moi qui sont en mode ouais, je sais pas, les Climat, c'est trop bien, alors qu'ils me connaissent depuis. Mais c'est juste parce qu'ils captent pas le mouvement dans lequel on est. Donc, n'hésitez pas à nous aider sur comment on peut raconter, comment on peut avoir des compétences en montage, en graphisme, en direction artistique. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qui permet de créer un attachement aux actions, même si les actions devraient suffire. Donc, voilà. Faire, raconter, n'hésitez pas à nous aider sur un des deux leviers. Et faire, ça peut être du coup nous rejoindre, nous aider financièrement, comme j'ai dit. Et voilà, juste être là. Suivez-nous, genre pas suivez-nous sur les réseaux, mais suivez-nous dans la vraie vie, dans les combats, quand on a besoin, quand on a l'impression d'être seul. Ouais, sur le terrain. Sur le terrain, mais quand aussi on se fait attaquer.
On en parlait avant l'interview, toi et moi, sur des plateaux télé où parfois on se fait allumer. Je ne parle pas de ma personne particulièrement, de manière générale. Il y a des gens, ils ont besoin de soutien. Et c'est grâce au fait qu'on parle qu'on déplace aussi la fenêtre de notre côté. Parce que sinon, la fenêtre, elle donne vue que sur le mal, que sur le mauvais. Donc c'est important, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce au fait qu'on ne s'excuse pas d'exister, qu'on a le droit encore de pouvoir s'imposer, qu'on a le droit de mobiliser, qu'on a le droit et qu'on se donne le droit de faire tout ça. Et c'est pour ça que en fait, le soutien, il ne doit jamais s'arrêter. Il y a encore plein d'activistes et de gens qui sont tous les jours en proie à des procès ou à des trucs de fou. Et je pense qu'il faut réussir à se dire que l'engagement, c'est pas juste republier des trucs. C'est se dire que c'est parfois aussi, pas forcément une mise en danger, mais en tout cas une implication plus forte de sa personne. Merci beaucoup, Ferris. Merci d'avoir été avec nous aux médias et merci à vous de nous avoir regardés.